La politique d'Aristote, livre 5e, chapitre 5. Suite de la théorie de l'éducation. La musique n'est point un simple plaisir. Elle peut exercer une grande influence sur les âmes. Faits divers qui le prouvent. Différence de la musique et des autres arts, particulièrement de la peinture. La puissance morale de la musique étant incontestable, il faut la faire entrer dans l'éducation, et c'est surtout en ce sens qu'elle peut être utile. En premier lieu, la musique doit-elle être comprise dans l'éducation ou doit-on l'en exclure? Et qu'est-elle réellement dans la triple attribution qu'on lui donne? Une science, un jeu ou un simple passe-temps? On peut hésiter entre ces trois caractères de la musique, car elle les présente également tous les trois. Le jeu n'a pour objet que de délasser, mais il faut aussi que le délassement soit agréable, car il doit être un remède aux soucis du travail. Il faut également qu'un passe-temps tout honnête qu'il est soit en outre agréable, car le bonheur n'est qu'à ces deux conditions, et la musique, tout le monde en convient, est un délicieux plaisir, isolé ou accompagné du chant. Musée l'a bien dit, le chant vrai charme de la vie. Aussi ne demande-t-on pas de la faire entrer dans toutes les réunions, dans tous les divertissements comme une véritable jouissance. Ce motif-là suffirait donc à lui seul pour la faire admettre dans l'éducation. Tout ce qui procure des plaisirs innocents et purs peut concourir au but de la vie, et surtout peut être un moyen de délassement. Rarement l'homme atteint l'objet suprême de la vie, mais il a souvent besoin de repos et de jeu. Et ne serait-ce que pour le simple plaisir qu'elle donne, ce serait encore tirer bon parti de la musique que de la prendre comme un délassement. Les hommes font parfois du plaisir le but capital de leur vie. Le but suprême, quand l'homme l'atteint, lui procure bien aussi, si l'on veut, du plaisir, mais ce n'est pas le plaisir qu'on rencontre à chaque pas. En cherchant l'un, on s'arrête à l'autre, que l'on confond trop aisément avec ce qui doit être l'objet de tous nos efforts. Ce but essentiel de la vie ne doit pas être recherché pour les biens qu'il peut donner. Et comme lui, les plaisirs dont il s'agit ici sont recherchés, non point à cause des résultats qui les doivent suivre, mais seulement à cause de ce qui les a précédés, c'est-à-dire du travail et des soucis. Voilà même sans doute pourquoi on pense trouver le véritable bonheur dans ces plaisirs, qui cependant ne le donnent pas. Quant à cette opinion commune qui recommande la culture de la musique, non pas pour elle seule, mais comme un moyen fort utile de délassement, on peut se demander, tout en l'approuvant, si la musique est véritablement si secondaire et si l'on ne peut pas lui assigner un plus noble objet que ce vulgaire emploi. Ne doit-on pas lui demander que ce plaisir banal qu'elle excite chez tous les hommes? Car on ne peut nier qu'elle ne provoque un plaisir tout physique qui charme sans distinction tous les âges, tous les caractères. Ou bien ne doit-on pas rechercher encore si elle peut exercer quelque influence sur les cœurs, sur les âmes? Il suffirait pour en démontrer la puissance morale de prouver qu'elle peut modifier nos sentiments. Or certainement elle les modifie. Qu'on voit l'impression produite sur les auditeurs par les œuvres de tant de musiciens, surtout par celles d'Olympus. Qui nierait qu'elles enthousiasment les âmes? Et qu'est-ce que l'enthousiasme si ce n'est une émotion toute morale? Il suffit même, pour renouveler les vives impressions que cette musique nous donne, de l'entendre répéter sans l'accompagnement ou sans les paroles. La musique est donc une véritable jouissance, et comme la vertu consiste précisément à savoir jouir, aimer, haïr comme le veut la raison, il s'ensuit que rien ne mérite mieux notre étude et nos soins que l'habitude de juger sainement des choses et de placer notre plaisir dans des sensations honnêtes et des actions vertueuses. Or rien n'est plus puissant que le rythme et les chants de la musique pour imiter aussi réellement que possible la colère, la bonté, le courage, la sagesse même et tous ces sentiments de l'âme
et aussi bien tous les sentiments opposés à cela. Les faits suffisent à démontrer combien le seul récit de choses de ce genre peut changer les dispositions de l'âme. Et lorsqu'en face de simples imitations, on se laisse prendre à la douleur, à la joie, on est bien près de ressentir les mêmes affections en présence de la réalité. Si à l'aspect d'un portrait on est ému de plaisir, rien qu'à regarder la forme qu'on a sous les yeux, on sera certainement heureux de contempler la personne même dont l'image avait d'abord charmé. Les autres sens, tels que le toucher et le goût, ne produisent en rien des impressions morales. Le sens de la vue les rend avec calme et par degrés, et les images qui font l'objet de ce sens finissent peu à peu par agir sur les spectateurs qui les contemplent. Mais ce n'est point là précisément une imitation des affections morales, ce n'est que le signe revêtu de la forme et de la douleur qu'elles prennent, et s'arrêtant aux modifications toutes corporelles qui révèlent la passion. Or, quelque importance qu'on attache à ces sensations de la vue, on ne conseillera jamais à la jeunesse de contempler les ouvrages de Pozon, tandis qu'on pourra lui recommander ceux de Polygnote ou de tout autre peintre aussi moral que lui. La musique, au contraire, est évidemment une imitation directe des sensations morales. Dès que la nature des harmonies vient à varier, les impressions des auditeurs changent avec chacune d'elles et les suivent. À une harmonie plaintive, comme celle du mode appelé mixolydien, l'âme s'attriste et se resserre. D'autres harmonies attendrissent le cœur, et celles-là sont les moins graves. Entre ces extrêmes, une autre harmonie procure surtout à l'âme un calme parfait, et c'est le mode dorien qui semble seul donner cette impression. Le mode phrygien, au contraire, nous transporte d'enthousiasme. Ces diverses qualités de l'harmonie ont été bien comprises par les philosophes qui ont traité de cette partie de l'éducation, et leur théorie ne s'appuie que sur le témoignage même des faits. Les rythmes ne varient pas moins que les modes. Les uns calment l'âme, les autres la bouleversent, et les allures de ces derniers peuvent être ou plus vulgaires ou de meilleur goût. Il est donc impossible, d'après tous ces faits, de ne pas reconnaître la puissance morale de la musique. Et puisque cette puissance est bien réelle, il faut nécessairement faire entrer aussi la musique dans l'éducation des enfants. Cette étude même est en parfaite analogie avec les dispositions de ces âges qui ne souffrent jamais patiemment ce qui lui cause de l'ennui, et la musique par sa nature n'en apporte jamais. L'harmonie et le rythme semblent même des choses inhérentes à la nature humaine, et les sages n'ont pas craint de soutenir que l'âme n'était qu'une harmonie, ou tout au moins qu'elle était harmonieuse.